Edith Laine, bonjour. Bonjour. Edith est venue nous parler d'un grand et beau projet, Rehoboth. Rehoboth, c'est une maison d'accueil pour femmes handicapées. Oui. Elle a été fondée par une chrétienne indienne il y a une vingtaine d'années à peu près. Hein. Tout à fait. Donc cette femme indienne qui s'appelle Zoreda accueille des femmes abandonnées par leur famille. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ces femmes ? Alors, ce sont des personnes de 30 ans à peu près qui ont plus du tout leur pensée, leur côté mental en bonne santé, mais ce sont des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants, et tout d'un coup, elles ne se souviennent plus de rien. Elles ne reconnaissent plus leur maison, leur foyer, leurs enfants. Et là, les familles sont en grande détresse, et les enfants également. Et à la fin, comme cela dure, malgré les soins, ils font un choix qui est, pour moi, terrible. Ils achètent un billet de train dans un état très loin de leur domicile. Ils la mettent dans le train. Et là, elle va au terminus. Et voyant qu'il n'y a plus personne dans le train, elle descend sur le quai. Et là, elle est complètement abandonnée, perdue, et ne sachant la plupart du temps pas la langue de l'État. Et comment se fait le contact avec Zoreda ? Elle va les chercher Alors, les premiers temps, Zoreda a été appelée parce qu'elle s'occupait autrefois d'une maison de retraite avec des personnes très très âgées, aussi qui étaient très touchées mentalement. Et la police connaissait cette maison. Et donc, ils se sont souvenus que quand ils frappaient à la porte de Zoreda, c'était une femme qui avait vraiment un désir de tendre la main à ceux qui étaient sans ressources et sans solution à leurs problèmes. Est-ce que Zoreda essaye de retrouver les familles de ces personnes avant de les prendre chez elle ? Tout à fait. Elle les prend déjà pour leur donner les premiers soins d'hygiène, les premiers soins d'alimentation. Et puis ensuite, elle essaie, avec une équipe pluridisciplinaire, elle essaie de voir de quelle région elle se trouve. Avec des psychologues, ils essaient de faire parler ces personnes pour qu'elles disent au moins peut-être un langage que la psychologue comprend ou retrouve, mais jusqu'à présent, elle n'a pas eu de résultat vraiment très positif. Une personne est venue, ça a été sa plus grande détresse à Zoreda, c'est que la personne s'est mise à pleurer parce qu'elle voulait retrouver son mari et ses enfants. Elle s'en souvenait. Elle s'en souvenait, mais elle ne savait plus où ils étaient, elle ne savait plus si les enfants étaient en bas âge, mais c'était une personne qui avait 35 ans et ils n'ont jamais retrouvé d'où venait cette personne. Et en général, là tu cites ça comme une exception, en général les personnes ne se souviennent plus d'où elles viennent. La plupart du temps, elles ne savent plus si elles ont été mariées, elles ne savent plus si elles ont des enfants, elles ne savent plus comment elles s'appellent. De temps en temps, elles parlent encore leur langage. Ah oui. Et ça, c'est quand même un point qui aide à savoir, elle est dans tel état, du nord, du sud, etc. Alors, Rehoboth, c'est plusieurs maisons d'accueil. Il y a eu une première maison qui a été fondée, donc, comme on le disait, il y a une vingtaine d'années. Oui. Qui se trouve près de Chenay. Oui. Et elle accueille combien de personnes, cette première maison ? Alors, aujourd'hui, elle a 105 personnes accueillies. La deuxième maison se trouve un peu plus loin, à une demi-heure de route de Chenay. Dans cette deuxième maison, il y a combien de personnes accueillies ? 75 actuellement. Ça doit être quand même bouleversant de rencontrer ces personnes. Oui, c'est tout à fait, c'est une approche qui ne peut pas nous laisser insensibles. En tout cas, la première fois que je suis allée dans la première maison et après dans la deuxième maison, on est marqué, je dirais, à vie. Ces femmes qui sont donc accueillies ont des activités à l'extérieur ou uniquement dans l'enceinte de la maison ? La première maison, Zoreda avait déjà réussi de faire un genre d'atelier de travaux manuels
et des personnes extérieures venaient aider à apprendre à tricoter ou à coudre ou à broder, parce qu'elle faisait beaucoup cela, les personnes. Elle faisait une exposition, elle avait pris une petite salle, ça attirait le monde extérieur à la vie de la maison. Il y a aussi le contact avec la nature, avec un élevage des animaux qui a été mis en place, je crois, dans une de ces maisons. Elle est mariée à un vétérinaire. Immédiatement, ils ont fait ensemble la relation. Ouais. Alors, il a commencé à se dire, on va faire comme une petite ferme. Il a choisi des beaux animaux, alors vraiment les plus beaux qu'il avait, etc. Et il a amené, par exemple, un petit cabri, il a amené une petite chèvre, des moutons. Et puis, ensuite, ils ont dit, mais quand ils ont vu la joie de ces personnes, on va agrandir, et ils leur ont posé la question, est-ce que si on vous donne quelques poules, vous allez vous occuper des poules? Ah, c'était merveilleux. Alors donc ils ont amené une certaine quantité de poules, et ça a grandi, c'est magnifique. Elles ont elles-mêmes aidé à construire le poulailler, et puis elles s'épanouissent vers les soins qu'elles apportent. Même aux cochons, tout ça. Il y a toutes sortes de choses qui sont faites, et je trouve que c'est extra. Et ça les sort d'elles-mêmes, et elles ont maintenant des sourires qui sont remarquables. Et ça donne un équilibre, de voir s'il reste bien de la nourriture, etc. Et voilà, ça donne vraiment la vie à toute cette œuvre. Alors il y a un besoin qui devenait de plus en plus criant depuis plusieurs années, c'était de pouvoir construire un dispensaire médical. Alors pourquoi? Est-ce que ces femmes ne peuvent pas aller se faire soigner à l'hôpital? Le besoin du dispensaire est né, comme beaucoup de besoins, quand la réalité est cruciale, terrible, et que ces dames qui devaient subir des examens médicaux étaient mal acceptées dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce qu'elles manquent d'hygiène elles-mêmes. Il fallait donc les prendre en charge sur le plan hygiène, parce qu'elles ne savent pas prendre leurs médicaments. Il fallait les prendre en charge comme un service pour leur donner les médicaments à l'heure, etc. Et puis, les soins, elles n'avaient pas envie d'être enfermées dans ce bâtiment d'hôpitaux. Ça ne les convenait pas du tout, elles en avaient peur. Et alors, la moindre occasion, le moindre moment où elle pouvait se sauver, elle se sauvait. Elle se sauvait, et elle se sauvait à pied et vite. Et c'était la police qui les retrouvait, ou des personnes qui signalaient à l'hôpital. Les hôpitaux, ils avaient autre chose à faire, disait-il. Donc Zoraida, elle en souffrait beaucoup, parce qu'elle est dans le milieu médical, elle aussi, et elle voyait bien que ses patientes n'étaient pas acceptées, je ne veux pas dire repoussées, mais presque, et puis qu'elles n'étaient pas accueillies dans les hôpitaux, même qu'elle prenait soin de choisir les services, qu'elle avait des relations avec les médecins qui les accueillaient bras ouverts, mais le personnel n'était pas prêt à se consacrer à ces personnes-là. Donc c'était échec sur échec. Et alors Zoraida avait prié depuis longtemps qu'elle aimerait faire le minimum, un dispensaire. Et donc, Azer accompagnait déjà Rehoboth à ce moment-là, et c'est à ce moment-là quand même qu'il y a eu un virage dans l'action d'Azer par rapport à Rehoboth. Voilà. À ce moment-là, elle nous avait parlé qu'elle voudrait un dispensaire, mais les besoins sont si grands qu'on l'avait entendu, mais ça n'avait pas fait tilt. Alors, un jour, par contre, j'ai eu un téléphone ici à Béthanie, qui me demandait, un monsieur, qui me demandait, voilà, j'ai une tante pédiatre qui m'a fait un don important et qui désirerait que ce don soit consacré aux soins d'enfants ou d'adultes, soit en Afrique ou en Inde. Est-ce que vous voyez la possibilité de m'aider à ouvrir un dispensaire en Inde? Donc tu en as parlé à Annette? Naturellement,
tout de suite, j'ai appelé Annette, par mail ou par Skype, je ne me rappelle plus, et je lui dis, voilà, on a une somme d'argent importante par une dame décédée, mais qui voudrait faire du bien. Réfléchis qui on peut trouver parmi les amis, parmi les œuvres qu'on connaît, avec qui on pourrait travailler. On a fait un petit sondage d'amis, et naturellement, moi je pensais Rehoboth, mais je n'osais pas trop insister. Finalement, on en a parlé à Zoreda. Et donc ce dispensaire est destiné uniquement aux femmes accueillies à Rehoboth par Zoreda? Par principe, c'est les besoins des dames des centres d'accueil de Zoreda qui a provoqué le besoin. Mais Zoreda est une femme de vision. Et quand on lui a dit qu'on avait telle somme d'argent, elle a réfléchi, elle s'est dit, mais je ne vais pas seulement faire quelque chose pour les 2 centres, il y a encore tellement de besoins. J'ai un terrain, donc un 3e terrain, qui m'a été donné, et alors là, je mettrai un dispensaire qui serait au centre de 10 villages qui n'a aucun accès médical ou paramédical. Pas de médecin, pas de pharmacie, pas d'hôpitaux, bien entendu, pas de laboratoire, etc. Elle a pensé, mais si je mettais un dispensaire au centre de ces 10 villages, voilà, nous pourrions ouvrir chaque jour des spécialités pour répondre aux besoins. Alors il y avait les enfants, parce que la donatrice finalement est une pédiatre, alors on voulait respecter tout ce qui touchait les enfants. Il y avait toutes les vaccinations qui ne sont jamais faites dans les alentours et dans les villages. Donc elle dit, on fera les vaccinations pour les enfants, on soignera les urgences pour le cas des morsures ou des choses, ou des plaies, ou des coupures, où il y a tellement de choses qui viennent dans un... Et puis ensuite, nos résidentes à nous auront une écoute et des soins par nos spécialistes, par nos médecins et nos infirmières qui connaissent nos malades et qui seront aptes à apporter les soins nécessaires. Il y a aussi quelques chambres qui ont été ouvertes pour des malades en fin de vie. Alors ça, c'est un ajout à notre dispensaire. Alors dernièrement, elle nous a envoyé des photos déjà de la construction, et je disais aux amis, à Roselyne, à Annette, mais c'est terriblement grand. Et quand nous sommes arrivés sur les lieux cette année, eh bien je me suis aperçu qu'il y avait tout le terrain qui était construit. Et comment se fait-il? Zoreda nous a fait la surprise. Malheureusement, sa maman est décédée l'année passée d'un cancer. Elle a beaucoup souffert. Et quand elle est décédée, elle avait laissé une somme d'argent pour Zoreda. Et Zoreda, immédiatement, elle a dit « Merci Seigneur, cette somme d'argent, je pourrais faire 4 chambres pour des soins de phase terminale, de cancer ou autres. Elles pourront être dans des chambres particulières, soignées jusqu'au bout, etc. » Alors, où en sont aujourd'hui les travaux de ce dispensaire? Alors, les travaux, naturellement, ont été commencés l'année passée, mais entre-temps, il y a toujours les aléas de ces constructions, c'est que le sable, le ciment ont doublé de prix. Et alors, la somme qu'on avait prévue, je crois qu'il faudrait la multiplier par 2. Alors, on savait qu'il voulait nous manquer pour les finitions. Il nous manquait encore un quart du chiffre. Mais là, cette année, il nous faudra retrouver la même somme. C'est-à-dire 50 000 euros. Bien que les chambres de Zoreda, elle est finie encore avec l'argent de sa maman. Alors, le dispensaire, bon, il m'a émerveillée. Voilà. Donc là, le gros œuvre est fini. Oui. Et tout le reste, toute la phase finition est un peu en attente. En attente. Bon, chaque fois que nous pouvons envoyer une somme coquette, mais pas importante, nous l'envoyons parce que, par exemple, il faut faire l'électricité. Ah oui. Donc, j'ai le chiffre de l'électricité, où il faut mettre les portes et les fenêtres. Là, alors, chaque fois qu'on a
le nécessaire pour faire un corps d'état, on l'envoie. On le fait. Et puis on le fait. Mais je voudrais, vraiment, ça vaudrait la peine de le finir rapidement pour mettre en service. C'est un magnifique ouvrage. Et bien pensé. On voit que Zoraida, c'est une indienne, elle a bien pensé la vie indienne. Oui. Par exemple, j'aurais fait un dispensaire, je n'aurais pas fait du tout comme ça en France. Mais elle a bien pensé comment s'articule la vie des personnes malades qui viennent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qui viennent avec leur famille, à pied depuis des kilomètres. C'est vraiment bien. Donc, c'est un dispensaire. Mais pour moi, ce n'est pas un dispensaire. C'est presque un petit hôpital. C'est plus qu'un dispensaire. C'est plus qu'un dispensaire. Parce que, bon, là, il y a l'accueil. Le médecin peut tout de suite voir de quoi il s'agit. Il peut diriger la personne, bon, tout de suite, prise de sang. Ils font la prise de sang. Il y a le laboratoire qui fonctionne. Ensuite, s'il faut un médicament, il y a une pharmacie déjà qui rentrera, qui est insérée dedans. Donc ils auront les médicaments que le médecin prescrivera. Et puis, il y a la radio, naturellement, pour les fractures, pour les poumons, surtout. Parce qu'il y a beaucoup c'est vraiment c'est vrai, c'est petit, c'est vraiment compact, mais c'est bien pensé. Ah, ouais. C'est-à-dire, en peu de place, ils ont fait les choses. Alors par contre, la foule, parce qu'il y aura foule d'ici peu, elle restera dehors. Mais bon, on a prévu pour mettre des arbres et que voilà. Alors aujourd'hui, quelle est la meilleure manière de pouvoir aider ASER par rapport à ce projet pour ceux qui en auraient envie? Je dirais qu'il n'y a pas d'autre besoin que le financement. Parce que rien ne peut être envoyé de France en Inde. Et puis, l'argent, les euros qu'on peut envoyer en Inde, vraiment aident beaucoup à avancer dans ce projet. Alors, j'ai cherché des solutions, comment trouver des financements. Là, j'ai pas... Et l'œuvre de Zoraida est toujours basée dans la dépendance de Dieu. Alors, moi, je pense aussi c'est ce qui m'unit à elle, parce que ça me rappelle l'histoire qu'on a vécue en 68 avec Bethesda, quoi. Alors, elle attend, et aussitôt qu'elle a du financement, elle l'investit. Elle avance. Mais elle est toujours prête. Il y a toujours quelque chose de prêt. Pour 10 000 euros, elle a un projet à 10 000 euros, tout de suite. Ouais. Elle sait qu'est-ce qu'elle va faire. Ça va correspondre à de l'électricité. Hop, elle va appeler les électriciens. Ça va nous payer les portes ou les fenêtres. Hop, enfin, sans perdre de temps. Et tout est dans sa tête. Bon, bien sûr, elle a les plans et tout ça. Mais tout est prévu. Et tout dès est prévu. Possible, et aussitôt, elle ne perd pas une seconde. C'est passionnant. Je trouve qu'elle est passionnante. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter? Plus trop à rajouter. Sinon, les personnes qui entendent, j'aimerais que beaucoup de personnes soient touchées par ce besoin, qui est un besoin qu'on peut guère expliquer dans nos pays de France. Pourtant, il y a aussi des profonds besoins en France. Mais là, entre les besoins qui sont durs, nombreux, qui sont intenses, je dirais presque avec peu, parce qu'un dispensaire qui coûtera peut-être 100 000 euros, c'est quand même pas énorme. Et ça apportera de l'aide à des milliers de personnes. C'est ça qui me frappe toujours en Inde. C'est qu'on donne un peu, enfin, c'est toujours beaucoup, mais le peu qu'on donne, ben c'est beaucoup. En Inde, c'est beaucoup. Alors, je me dis, en France, je sais bien que là aussi, c'est la crise, mais je me dis, si beaucoup donnaient peu, un peu, eh bien, ça ferait beaucoup, et on pourrait terminer ce dispensaire, et ça serait vraiment le grand bonheur de Zoraida. Je ne le cache pas, le grand bonheur aussi d'Edith Laine, quoi. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage. Voilà. Merci.